Ispahan, nous y voilà. La gare a un hall de style, plafond en nid d'abeille et murs aérés par la fameuse ogive persane. Planté au milieu d'un désert, comme on s'en est rendu compte au cours du voyage en train, Ispahan doit tout à cette rivière, la Zaïante des routes. Centre d'Ispahan, la place de l'Imam, ancienne place royale. 500 mètres de long sur 160 de large. Ispahan a été conçu par un souverain contemporain de Henri IV et de Louis XIII, le persan Shah Abbas Ier. J'ai bien dit persan, car à la fin du XVIIe siècle, les Iraniens se nomment encore persans. Ce n'est qu'en 1935 que la Perse a changé de nom et est devenue l'Iran et les Persans des Iraniens. Ali Kapou, le palais principal de Shah Abbas. De la haute terrasse, recouverte d'un toit soutenu par 18 colonnes de bois de cèdre, le souverain aimait à regarder le polo qui se déroulait sur la grande place. Ce jeu aurait été inventé par les Persans au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il servait aussi à entraîner la cavalerie pour la guerre. Shah Abbas, le voici, et voici sa cour. On l'a comparé à Louis XIV et on a eu raison. Même autorité naturelle, même appétit de paraître, même goût très sûr, même sens de la grandeur. Dans le petit palais d'Ali Kapou où il vivait, voici une pièce bien étrange. Quelle peut bien être sa destination? Eh bien, c'est un salon de musique. Les alvéoles sont supposées améliorer l'acoustique. En fait, elles n'étaient pas vides, mais elles contenaient des instruments d'époque dont elles ont la forme. On y logeait aussi, dit-on, des bouteilles de liquide coloré, dont du vin, sans en avoir l'air, que le souverain, excellent musulman, dégustait cependant en cachette. Au bout de la place, ces deux piliers de pierre servaient de but au jeu de polo. En face d'Ali Kapou, une petite mosquée qui est un bijou, du nom de Lotf Follah. Vous avez remarqué qu'elle n'a pas de minaret. Pourquoi? Parce que c'était la mosquée personnelle et exclusive du Shah, donc pas besoin d'appeler les fidèles à la prière. Lotf Follah était un saint homme vénéré par le souverain. Le couloir d'accès nous plonge déjà dans cet autre univers que va être la salle de prière. On est emporté bien au-delà du lieu lui-même. L'espace n'est plus limité par un horizon connu. Il paraît s'étendre indéfiniment dans le vertige de volutes sans cesse répétées. Nous flottons dans un univers à la construction géométrique insaisissable. La loi de la pesanteur n'existe plus. Nous sommes libérés du poids du monde.
Les motifs décoratifs s'inspirent de la flore. La plante de base est la vigne, dont les vrilles pleines de fantaisie et d'imagination, les pampres, se prêtent admirablement à l'arabesque. La calligraphie participe de cette élégance. L'écriture est arabe, mais les Persans ont enrichi le dessin jusqu'au plus haut degré d'esthétisme. Ces versets du Coran sont en arabe. Les fidèles, en général, ne les comprennent pas, car en bons Iraniens, ils ne savent lire que le persan. Au bout de la place de l'Imam, la grande mosquée. Une architecture monumentale. Les minarets s'élèvent à 42 mètres de hauteur. À l'apogée de son règne, Shah Abbas ne fut plus satisfait de la petite mosquée Lotfola. Il lui fallait du superbe, du grandiose, du luxueux pour contenter son orgueil. Commencée en 1611, elle n'était pas achevée 18 ans plus tard à sa mort en 1629. Au lieu d'entrer directement dans la cour centrale, on doit brusquement obliquer à droite. En effet, l'orientation de la place ne correspond pas à la direction de la Mecque à laquelle tout édifice islamique doit obéir. On a donc rectifié. Cela a un autre but, réorienter le fidèle qui va prier, le préparer à une approche avec le divin, plus libéré du quotidien. La décoration est faite en carreaux de mosaïque. Et toujours la même sensation de vertige lorsqu'on lève les yeux vers la voûte. Un autre palais royal. Il se nomme Chehel Soutoun, palais des 40 colonnes. Mais vous ne trouverez que 20 colonnes. Alors, c'est que ces 20 se reflètent dans la pièce d'eau. En tenant compte de ce monde à l'envers, cela fait bien 40 colonnes. En ce début du XVIIe siècle, la Perse cherche le contact avec l'Occident, avec la France particulièrement. Voici Anne d'Autriche et Louis XIV, enfant. Et son père, Louis XIII. Des femmes à demi dévêtues. On croit rêver dans ce que fut le climat puritain de l'époque. C'est que le peuple ignorait tout de la vie intime de la cour. On dit que les femmes du harem se baignaient nues en fin de journée pour que le souverain assis sous le péristyle choisisse sa compagne de la nuit. Dans l'intérieur du palais, des peintures raffinées, elles aussi, nous parlent d'amour. Amant, heureux amant. Sur ces fresques, ce n'est qu'attirance, désir, volupté. On s'interroge. Un pays peut-il faire cohabiter fondamentalisme religieux, comme c'était le cas alors, avec la jouissance de l'amour et du vin? La civilisation iranienne a le génie de tout accueillir et de ne rien oublier. Elle n'a laissé sur le bord de la route ni la sensualité, apanage de l'Antiquité lorsque l'Empire perse dominait l'Orient, ni la force de l'islam. L'Iran a toujours réussi à marier les contraires, officiellement ou clandestinement. Cela est vrai aujourd'hui.